Nous revoilà dans le chapitre présentation et prérequis et dans cette nouvelle vidéo nous verrons les nouveautés d'Exchange 2016. Donc dans un premier temps nous verrons quelles sont les évolutions d'Exchange 2016, donc là ça sera la présentation principalement depuis Exchange 2013 et après nous verrons, attends j'ai mis un schéma mais en fait ce sera deux schémas, le schéma général justement d'Exchange, comment il s'intègre et un petit peu le fonctionnement général, comment ça fonctionne. Voilà. Allez, hop, je vais mettre le petit curseur. Voilà. Donc, comme nous en avons parlé justement dans la partie historique de la vidéo précédente, Exchange 2016 a regroupé tous les rôles Hub, CAS et Mailbox dans un rôle qui s'appelle Mailbox. Et on retrouve également le rôle Age. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce rôle Age, c'est le rôle qui permet justement de mettre un petit peu un serveur ou un groupe de serveurs dans un environnement cloisonné de votre environnement. Donc la partie DMZ par exemple, c'est là où on va le retrouver principalement, pour qu'en fait tous les autres clients de messagerie qui souhaitent délivrer des messages à votre environnement Exchange, à votre organisation, mais qui ne se connectent pas directement sur les serveurs qui ont les boîtes aux lettres ou qui sont sur votre infrastructure interne, mais qui passent justement par un environnement de périmètre qu'appelle Microsoft pour pouvoir délivrer les messages. Donc en fait, les messages, on le verra dans le schéma juste après, les messages arrivent sur le Edge et le Edge en fait il va remettre les messages après sur les serveurs qui ont le rôle Mailbox. Donc je rappelle, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, pardon, le rôle Mailbox en fait c'est celui qui va regrouper le routage de messages, le service de routage de messages, qui va regrouper la partie connexion des clients et la partie gestion justement des boîtes aux lettres et des données des utilisateurs. Alors, Exchange 2016 également, donc sur la partie haute disponibilité DAG qui est apparue sous ce nom-là en 2010 comme nous l'avons dit précédemment, mais en fait, Exchange 2016 apporte, comparé à Exchange 2013, une évolution des performances de environ 33% qui est dit par Microsoft. En fait, c'est lorsque vous allez avoir plusieurs serveurs dans ce groupe-là. En fait, c'est un groupe que vous allez configurer un groupe de serveurs, vous allez mettre des serveurs dedans, donc ces serveurs-là détiendront des boîtes aux lettres des utilisateurs et des bases de données, et en fait ces bases de données seront, en fonction de votre configuration évidemment, mais seront répliquées sur les différents serveurs du groupe, et en fait, lorsque vous aurez une panne sur un des serveurs, eh bien, ça permettra justement d'avoir le mécanisme Exchange justement qui va détecter 33% de temps en moins pour pouvoir détecter le problème et effectuer justement une décision et une action en conséquence. Voilà. Donc également, qui est étroitement lié avec ça, la possibilité de modifier la fréquence d'analyse et de répartition des bases de données. En fait, dans cette partie haute disponibilité, il y a un mécanisme derrière qui est basé sur le service de réplication qui inspecte en fait l'état des différentes bases de données. Donc en fait, c'est des copies, on appelle ça des copies dans un groupe de bases de données. Donc en fait, chaque serveur qui est dans ce groupe-là a une copie de la base de données, ce qui permet justement la réplication. Si vous perdez un serveur, hop, les autres serveurs détiennent également la base de données et peuvent donner le service, rendre le service aux utilisateurs. Et en fait, par défaut, c'est 1 heure, donc toutes les heures, le DAG, en fait, il va analyser les bases de données et voir les performances qu'il y a dessus. Et s'il y a des performances qui sont dégradées ou, je sais pas moi, comme on verra plus tard, je rentre un petit peu dans le détail maintenant, mais je voulais simplement le présenter parce que c'est les nouveautés pour ceux qui connaissent Exchange. Mais si vous avez la partie indexation qui vous permet justement de faire des recherches dans les boîtes aux lettres, mais si la partie indexation est en panne sur la base de données qui est en ligne et qui est utilisée pour remettre les messages et pour connecter les utilisateurs, mais en fait, Exchange, il va toutes les heures, enfin au bout d'1 heure, il va détecter qu'il y a un souci et il va analyser la situation, savoir s'il n'y a pas un autre serveur qui est pas trop chargé, qui peut justement rendre le service un peu mieux et prendre une décision pour monter la base de données d'un autre serveur qui a exactement la même base de données mais qui justement
à des performances meilleures ou à un service amélioré, tout simplement. Qui est également lié avec les deux premiers, la partie Replay Lag Manager est activée par défaut sur Exchange 2016. Alors qu'est-ce que c'est ça? On le verra dans la partie DAG de cette formation. En fait, c'est cette configuration permet justement, si vous avez, mettons, comme je l'ai vu chez pas mal de clients, vous avez allez, 4 serveurs. On va mettre 4 serveurs dans ce groupe de disponibilité. Et en fait, sur les 4 serveurs, vous allez dire, ben, les 3 premiers serveurs, ils ont les données des utilisateurs en temps réel, donc ou quasi en temps réel. Le mail va être déposé dans une boîte aux lettres sur le premier serveur. Le premier serveur va le recopier sur le second et sur le troisième. Et en fait, sur le quatrième, vous allez mettre un choix que la base de données ne comporte pas les données à l'instant T, mais qui comporte les données à l'instant T-7. Par exemple, 7 jours, je dis 7 jours, parce que c'est la configuration que présente Microsoft basiquement. En fait, la quatrième base de données sera avec 7 jours de retard. C'est pour ça qu'on appelle Replay Lag Time. En fait, ce qui va vous permettre, dans certains cas, Microsoft le présente comme une espèce de sauvegarde, une espèce de backup. Vous allez avoir une base de données qui aura les données qui seront anciennes de 7 jours. Donc si pendant les 7 derniers jours, vous avez eu une attaque, peu importe, vous avez eu un utilisateur qui a supprimé complètement les données de sa boîte aux lettres, en fait, vous allez pouvoir les remonter il y a 7 jours. Voilà, tout simplement. Donc ce qui peut être assez pratique à mettre en place. La partie création du DAG, donc ce que vous allez créer le groupe avec et mettre les serveurs dedans et faire la configuration, en fait, sur 2013, il fallait absolument avoir une création d'adresse IP, parce qu'en fait le DAG ça crée un objet dans la D, et derrière il y a une partie DNS qui a une adresse IP, mais en fait sur Exchange 2016, ce n'est pas obligatoire. On peut le configurer, mais ce n'est pas obligatoire. Alors là, dans la partie, toujours dans la partie DAG, en fait, j'ai mis coexistence possible entre Exchange 2013 et Exchange 2016. Mais ça, c'est Microsoft qui a annoncé qu'on pourrait, au sein d'un même groupe de disponibilité DAG, on pourrait mettre des versions d'Exchange 2013, tout comme des versions d'Exchange 2016. Mais en fait, ça, il faut savoir que dans les dernières notes de Microsoft, donc là, moi aujourd'hui, je vous présente la version Cumulative Update 2, donc la version 2 d'Exchange 2016, dans sa version de production et commerciale, mais en fait Microsoft dit toujours que c'est pas supporté et que c'est pas conseillé. Partout si on trouve des notes de Microsoft, mais il est même au sein d'un groupe qui est sur Exchange 2013 ou au sein d'un groupe qui est uniquement sur Exchange 2016, Microsoft recommande fortement de mettre les mêmes versions. Donc là, si vous avez un groupe qui est sur Exchange 2016 en version 2, en version CU2, Cumulative Update 2, il est conseillé que tous les serveurs aient cette version-là. Tout simplement. Et moi je vous le reconseille fortement parce que en clientèle, je l'ai vu que il pouvait y avoir des comportements qui étaient pas souhaités avec différentes versions. Ouais, moi c'était sur Exchange 2013 que j'ai vu ça. Sur Exchange 2016 c'est la même chose. Donc espérons qu'un jour Microsoft arrive à faire coexister, qui permettra justement d'avoir une flexibilité un peu plus importante. Voilà, tout simplement. Sur la partie connectivité, donc la partie connectivité c'est tout ce qui est client, que ce soit téléphone, Outlook ou autre. Donc en fait, MAPI c'est activé par défaut sur Exchange 2016, qui est apparu sur Exchange 2013, je crois de mémoire en version SP1. Service Pack 1, donc qui était activable mais qui était par défaut désactivé, et en fait qui vient un petit peu remplacer le Outlook, pas remplacer parce que ça dépend de différents éléments comme la version de vos Outlook, etc. Mais en fait ça vient améliorer, on va dire, Outlook Anywhere. Donc c'est un nouveau protocole de connexion qui permet d'établir la connexion entre le Outlook et votre serveur Exchange, et qui justement MAPI permet d'avoir des meilleures performances, permet d'avoir une connexion plus stable, enfin c'est ce qu'annonce Microsoft. Et la reprise depuis, mettons vous avez votre Outlook qui est ouvert sur votre poste de travail, vous mettez en veille, vous reprenez le travail en remettant votre ordinateur en ligne, vous le rallumez, en fait la connexion va se rétablir plus vite et va avoir une meilleure stabilité, tout simplement. Donc ça remplace Outlook Anywhere.
La partie ActiveSync. Donc la partie ActiveSync, c'est la partie qui gère la connexion des téléphones, la partie téléphone. Et en fait, là aujourd'hui, Microsoft présente sur Exchange 2016 la version 16 de sa connectivité ActiveSync. Et en fait, dans cette version 16, c'est beaucoup plus stable et on a des améliorations au niveau de la partie connectivité et la partie calendrier qui est nettement améliorée. Voilà, tout simplement. La partie trafic proxy réversible entre Exchange 2013 et Exchange 2016. Oui, ça j'ai écrit ça parce qu'en fait, lorsqu'on mettait en place un Exchange 2013 avec un Exchange 2010 par exemple, euh, il fallait principalement que lorsque vous le mettez en place, que le trafic qui arrive depuis, je prends un exemple, depuis Internet, arrive directement sur votre 2013 ou les connexions, et après qu'ils soient reroutés sur votre 2010. Ben en fait, Microsoft dit qu'on peut s'affranchir de ça, que vous mettez en place vos Exchange 2016 sur un environnement Exchange 2013, donc toutes les connexions de vos clients et le routage des mails qui arrivent sont envoyés sur vos serveurs 2013, ben en fait ils seront reroutés vers Exchange 2016. Donc c'est réversible dans un sens ou dans l'autre, ce qui permet de faciliter par exemple le déploiement. Vous n'avez pas de coupure de service et vous n'avez pas besoin justement de prévoir, de déployer vos serveurs Exchange 2016, de mettre le routage de mails qui arrive depuis Internet ou les connexions depuis des clients depuis Internet vers vos serveurs 2016 qui après rerouteront vers 2013. Donc ça c'est Microsoft qui l'annonce comme ça. Également pour la partie connectivité, ben, la disparition du SHA-1. Donc en fait les certificats Microsoft ben, recommandent le SHA-2 pour tout ce qui est certificat. Donc, voilà. Donc Exchange se base sur la partie SHA-2 des certificats pour pouvoir faire l'authentification des clients et le chiffrement des données, des connectivités. Voilà. Les évolutions au niveau des recherches. Donc là, comme je l'ai dit juste avant, sur cette partie-là, en fait, lorsque j'ai parlé d'index sur les bases de données, ben en fait, lorsque vous allez avoir par exemple un DAG, la partie recherche, le client de votre client Outlook ou votre téléphone, lorsque vous allez faire une recherche, l'utilisateur va faire une recherche de mail avec un mot-clé par exemple, ben en fait, si vous êtes dans un environnement de DAG, vous aurez des meilleures performances parce qu'en fait, vous n'allez pas, si votre, comment l'expliquer, si le client, l'utilisateur est connecté, enfin la boîte aux lettres de l'utilisateur, le téléphone est connecté sur, ou le Outlook est connecté sur une base de données active du DAG, mais en fait il va pas faire forcément cette recherche sur ce serveur-là. Il va pouvoir utiliser les autres copies pour pouvoir effectuer la recherche, ce qui va être un gain de performance. Donc ça c'est apparu sur Exchange 2013 et qui est nettement amélioré sur Exchange 2016. Également, les recherches, ben justement, elles sont plus exécutées côté client. Donc, lorsque vous avez un Outlook, la recherche ne sera pas effectuée sur le fichier local du poste de travail, mais directement sur le serveur. Donc, un gain de performance. Et évidemment, il faut avoir des serveurs qui soient bien dimensionnés, mais ce qui permet d'avoir des gains de performance. Et également, pareil, on a la possibilité de faire des recherches sur des éléments de calendrier qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent. Donc vous pouvez faire une recherche d'éléments de calendrier, une réunion ou un événement qui est apparu dans votre calendrier, qui est stocké dans votre calendrier. Voilà pour la partie nouveauté d'Exchange 2016 par rapport à Exchange 2013. Également, ça c'était les parties basiques. Également, Exchange 2016 intègre 17 nouvelles langues. Donc là aussi sur les parties sources. Donc ça lorsque vous allez télécharger sur le TechNet les sources pour installer Exchange ou le mettre à jour, mais en fait ça sera plus un exe que vous allez décompresser, ça sera directement un ISO. Donc ça c'est beaucoup plus flexible, vous allez monter votre ISO et ça sera plus facile de travailler dedans. Également, si vous êtes en environnement virtualisé, vous pourrez monter plus facilement vos ISO. Voilà, c'est aussi orienté pour ça.
Pour la partie web, ben en fait c'est plus OWA, mais Microsoft appelle ça Outlook Web App. Donc en fait, pour être honnête, c'est exactement la même chose que sur 2013, sauf qu'il y a une évolution évidemment au niveau des thèmes. Il y a des nouveaux thèmes, il y a un meilleur rendu au niveau HTML, donc ça c'est le rendu qu'aura l'utilisateur, une meilleure expérience utilisateur en termes d'utilisation. Donc ça sera la présentation sera un petit peu, on va dire un petit peu mieux finie, et plus conviviale. Donc ça c'est ce que présente Microsoft. Donc ça c'est l'avis de chacun, hein. Et après au niveau des conservations, la gestion des conservations, on pourra épingler et ranger des éléments dans le web qui sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Donc voilà, maintenant ça s'appelle plus OWA mais Outlook sur le web. Nous en avons fini avec les nouveautés et maintenant passons au diagramme général. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu les éléments que j'ai présentés précédemment ou dans les vidéos précédentes, en fait là, vous allez avoir on va passer par la partie client. Vous allez avoir vos clients mobiles, vous allez avoir vos clients web. Donc là, si vous vous connectez en web ou vos clients Outlook, qui vont se connecter en fait sur votre environnement Exchange via, par exemple, si vous avez un une appliance, donc de répartition de charge qui va se connecter à votre environnement comme ça. Donc vous allez avoir les connectivités qui vont se connecter, enfin les connexions qui vont être établies sur votre environnement Exchange interne. Je rentrerai pas plus dans les détails, il y a d'autres schémas et il y a d'autres parties où je détaillerai un peu plus. Par exemple, pour cette partie-là, c'est la partie routage de messages, mais en fait vous avez un serveur de messagerie d'une autre entreprise qui essaye de vous remettre un message. Donc si vous avez souscrit et configuré Exchange Online Protection, mais en fait le message sera envoyé via la configuration que vous allez appliquer sur Exchange Online Protection. Après sera envoyé sur votre serveur aid, donc c'est ce que nous avons présenté tout à l'heure lorsqu'on présentait les rôles. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Alors en fait c'est ce que j'ai expliqué, le réseau de périmètre. Donc là c'est votre partie DMZ et en fait vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, hein. Ça peut être directement redirigé sur votre environnement réseau interne, directement sur vos exchanges où il y a vos boîtes aux lettres et vos connexions. Mais en fait le message il va arriver hop de Exchange Online, il va aller sur votre serveur Edge, le Edge lui hop il va faire un contrôle de sécurité en fonction de la configuration que vous lui avez appliquée, et il va remettre au serveur interne qui après vont remettre directement dans les boîtes aux lettres. Donc là on voit que je reviens sur la partie Active Directory parce que lorsque le mail sera remis dans l'environnement, mais en fait il y aura une recherche au niveau annuaire, savoir si le destinataire existe au niveau Exchange. S'il n'existe pas, il va refuser le mail, il va le renvoyer ou le renvoyer ailleurs. Voilà. Et lorsque on a trouvé le destinataire, on voit sur quel serveur c'est hébergé et après on le remet directement dans la base de données, la boîte aux lettres de l'utilisateur. Donc après, on voit ici, je l'avais mis dans le schéma ici, tout ce qui est noir, c'est les connectivités des clients, tout ce qui est bleu, c'est le routage de messages, donc ça c'est ce que je viens juste d'expliquer, et aussi l'intégration qu'on a vu précédemment, l'intégration de Office Online Server et de la partie messagerie unifiée qu'on vient voir ici, qui vient justement de s'intégrer dans la solution Exchange 2016 local. Un autre schéma pour vous présenter un peu le rôle de boîte aux lettres. En fait, c'est exactement le schéma précédent. Donc là, en fait, on a la connexion des clients qui vient se connecter sur la partie frontale de votre serveur de boîte aux lettres et qui après va envoyer sur la partie dorsale de votre serveur de boîte aux lettres où il y a la partie 2IS. Donc en fait, c'est basé sur du 2IS et avec les différents services qui permettront justement de communiquer avec d'autres services qui remettront les mails, par exemple. Pareil sur la partie POP, en fait les connexions POP passeront par l'équilibreur de charge, l'appliance, passeront après sur la partie frontale pour l'authentification et la connexion des services POP, IMAP ou autres, ou que ce soit SMTP, c'est la même chose. Et après on arrivera sur la partie
la partie dorsale, pardon, et qui, elle établira la connexion et reroutera les messages en interne pour aller directement sur les files d'attente et les bases de données. Donc là, je ne le présente pas plus que ça. On reviendra sur le routage de messages qui expliquera un peu plus en détail comment ça fonctionne, mais en fait, c'est ici que, comme je vous l'ai présenté précédemment, en fait, le rôle de boîte aux lettres Exchange 2016 regroupe tout ça. La partie frontale, la partie dorsale, la partie boîte aux lettres, la partie connexion, donc c'est ce que je viens de présenter ici, la partie connexion, donc que ce soit pour le routage de messages ici, donc c'est uniquement ici le routage de messages, ou alors la partie des connexions des clients ici. Voilà. Donc, les différents services, donc comme nous venons d'en parler, il y a un seul rôle sur Exchange 2016, donc qui est le rôle Mailbox, qui assure la partie boîte aux lettres, avec l'hébergement des boîtes aux lettres, des bases de données de boîtes aux lettres, avec les boîtes aux lettres et les dossiers publics. Donc je rappelle que les dossiers publics depuis Exchange 2013, ce sont des boîtes aux lettres, et la partie haute disponibilité avec la partie DAG. Le service d'accès client, lui, ben, c'est ce que j'ai expliqué, il gère les connexions des clients. Il gère également les clients qui sont routés via le service d'accès de boîte aux lettres et qui gère aussi la partie frontale. Donc si on revient sur la ici, c'est la partie frontale, c'est celle ici. Hop, le service de routage et de transport de messages, parce qu'il a été appelé avant service de transport et service hub, et en fait c'est également intégré dans la partie rôle mailbox de Exchange 2016. Et après également le service de messagerie unifiée lorsqu'on vient connecter un environnement Skype sur notre environnement Exchange. Donc qu'est-ce que nous avons vu dans cette vidéo? Nous avons vu les nouveautés d'Exchange 2016, nous avons compris un petit peu le schéma global avec les parties connexion des clients, routage de messages, et partie boîte aux lettres. Et également l'intégration, comme nous l'avons vu, avec Office Online et la partie messagerie unifiée Skype. Et on connaît également les différents services qui sont compris et emportés dans le rôle Mailbox, boîte aux lettres de Exchange 2016. Allez, je vous remercie pour cette vidéo et nous allons nous revoir pour la prochaine vidéo. À plus tard.